Bonjour à tous, bienvenue sur le premier webinaire de Malou. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Merci beaucoup pour votre présence, on est déjà assez nombreux. Alors, on a décidé de construire ce webinaire suite à de nombreuses questions qu'on a reçues de la part de restaurateurs et d'hôteliers, parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez inquiets et qu'au-delà des soucis de trésorerie, de recrutement et des opérations qui sont à l'arrêt, beaucoup d'entre vous se demandaient comment communiquer pendant la crise et surtout, que faire pour préparer au mieux la reprise. Bonjour depuis Dakar. On a plusieurs pays qui sont présents avec nous. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on a reçues jusque-là. Elles sont nombreuses. Et on répondra à chacune des questions sous l'angle du marketing digital qui est notre spécialité. Alors, ce webinaire est donc organisé par Malou. Malou, c'est la première start-up de marketing digital dédiée aux restaurants. On n'accompagne que des restaurants, mais également des hôtels sur la partie F&B, Food and Beverage. Donc, on en revient à notre cœur de métier, qui est la restauration. Ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay par mail, ainsi que les slides que je suis en train de vous passer. Il y a une fenêtre de chat que beaucoup d'entre vous ont déjà découverte. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. On répondra au fur et à mesure. Mon équipe est connectée avec moi. Il y a également une deuxième rubrique sur la droite, la rubrique questions. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ce webinaire, il est vraiment fait pour vous répondre. Et donc, on prendra le temps de répondre à tout le monde. Alors, si certaines de vos questions sont restées sans réponse parce qu'on en aurait reçu beaucoup, n'hésitez pas, je vous mets mon adresse email et vous pouvez me contacter et on prendra le temps de répondre à tout le monde. Alors, on va reparler d'un chiffre qu'on aime beaucoup chez Malou. 80% des Français aujourd'hui choisissent leur restaurant ou leur hôtel en ligne. Donc, le digital, c'était déjà plus une option. Les gens ont pris l'habitude de choisir leurs établissements en ligne. Comment est-ce qu'ils font? Il y a deux options. Où les personnes vont rechercher par besoin, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots-clés. Un mot-clé, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison d'un besoin et d'une localisation pour satisfaire ce besoin. Donc, par exemple, dîner romantique Aix-en-Provence ou restaurant gastronomique Paris 16, c'est un bon mot-clé parce qu'il y a l'articulation du besoin et de l'endroit où on veut aller satisfaire ce besoin. Ça, c'est la première possibilité que les gens vont choisir pour rechercher un établissement. Autre possibilité, on est un lieu de destination. C'est-à-dire que les gens ne vont pas chercher par besoin, mais ils vont taper directement le nom de la marque sur Google, sur TripAdvisor, sur Instagram, Yelp, Foursquare, bref, sur la plateforme qu'ils vont utiliser pour chercher un restaurant. Donc, le digital n'était déjà plus une option. Et là, d'autant plus, pendant cette période assez exceptionnelle de confinement, les chiffres sont assez clairs. 70%, la navigation sur le web a enregistré une augmentation de 70%. On compte plus 40% de temps passé sur Instagram et Facebook pour les moins de 35 ans. Et non seulement les personnes passent plus de temps sur les réseaux sociaux, mais on note également qu'il y a une augmentation du taux d'engagement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les personnes vont en plus interagir avec le contenu qu'ils vont voir sur leurs écrans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos clients ne peuvent pas se déplacer, mais ils sont connectés. Ça veut dire que vous pouvez quand même communiquer avec eux. Et c'est là tout l'intérêt de ce webinaire. Aujourd'hui, les établissements vont passer par 3 phases. La fermeture, ça a touché tout le monde, au moins depuis l'annonce du président de la République. La mise en place de commandes à emporter et de livraison. Et puis la reprise. Donc aujourd'hui, tout le monde est passé par la phase 1. Certains d'entre vous sont déjà en phase 2. D'autres se posent la question d'y passer ou non. Et la phase 3, la reprise, elle va concerner tout le monde. Et donc c'est là où il va falloir beaucoup travailler pour saisir les opportunités et revenir plus fort. On va voir ensemble que faire pendant la phase 1, que mettre en place pendant la phase 2 et comment travailler pour la reprise. Alors, la phase 1, votre établissement est fermé. Il y a 4 priorités sur lesquelles il va falloir travailler et on va les regarder ensemble.
La première, c'est diffuser l'information. Il va falloir mettre à jour vos informations sur Google. Donc, je vous mets ici une capture d'écran. Vous pouvez aller sur votre fiche Google My Business dans les informations et mentionner la fermeture de l'établissement. Fermeture temporaire, si vous ne proposez aucun service, l'établissement est complètement fermé, pas de commande à emporter, pas de livraison. Et horaire exceptionnel si vous mettez en place un système de commande à emporter ou de livraison. Ça, c'est la priorité, c'est la première chose que vous devez faire si ce n'est pas encore déjà fait. Deuxième chose, vous pouvez travailler à votre référencement en restant sur Google My Business. Donc l'information, non seulement il faut la mettre dans vos infos, donc la rubrique info de Google My Business, mais n'hésitez pas à remettre une couche en rédigeant et en publiant un post Google My Business. Je vous ai mis ici une capture d'écran de l'information qu'on a diffusée pour un de nos clients, le Wilson Trocadéro. Bientôt, Google My Business est en train de faire pas mal de mises à jour pendant cette période assez exceptionnelle. Donc, les réponses aux avis clients, aujourd'hui, c'est incertain. Certains jours, c'est toléré, d'autres jours, c'est bloqué. Donc, n'hésitez pas à vérifier tous les jours. Si vous avez l'occasion de répondre à vos avis clients, même s'ils datent de plusieurs semaines, de plusieurs mois, prenez le temps de le faire. Vous avez ce temps et ça va vous permettre de nouer un premier lien à chacune des personnes qui aura pris le temps de vous laisser un avis. N'hésitez pas également à mettre à jour vos informations sur les réseaux sociaux. On a vu l'augmentation du temps passé, notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc, pensez à diffuser l'information. Je vous ai mis l'exemple de Ponzu. Coucou Raphaël, j'ai vu que tu étais connecté. Pour Ponzu, on a mentionné en bio la fermeture temporaire pour que les internautes, les abonnés, les clients de Ponzu soient au courant de l'état actuel de l'établissement. Peut-être que demain, on mettra en place la livraison et la commande à emporter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais au moins l'information est accessible. Les internautes n'ont pas à aller chercher dans des posts passés pour la trouver. Ensuite, que faire d'autre pendant la fermeture au-delà de la diffusion simple de l'information? Profitez-en pour garder le lien avec vos clients, voire construire un lien avec vos abonnés qui pourront devenir vos clients. Première chose, si vous avez une base de données clients, n'hésitez pas à envoyer un email à toutes ces personnes-là pour expliquer où vous en êtes, ce que vous faites en ce moment et du coup garder le contact avec eux et surtout leur donner des nouvelles. Est-ce que c'est important pour eux s'ils ont fait l'effort de vous laisser leurs coordonnées? A priori, ils seront plutôt enclins à recevoir et à répondre à vos nouvelles. Ensuite, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à publier à la fois des posts pour partager votre quotidien. Je vous ai mis ici un exemple de Julien Sebag, qui est un chef qui avait géré 2 établissements qui sont évidemment fermés. Et il est très bon sur les réseaux sociaux parce qu'il partage beaucoup de contenu engageant. C'est-à-dire qu'il va partager son quotidien de confiné, il va partager des recettes faisables et adaptées aux courses de confinement. Il partage également son engagement, il soutient beaucoup les hôpitaux de Paris notamment en leur livrant des sandwichs tous les jours. Donc, il arrive à construire un lien et même à toucher de nouvelles personnes qui ne le connaissaient pas jusque-là, qui vont le suivre parce que le contenu qu'il partage est adapté au contexte actuel. Également, troisième chose que vous pouvez faire, c'est limiter la casse avec des préventes. Vous pouvez sur vos sites web, notamment si vous avez un site ZenChef, je pense que Xavier est connecté, mettre en place une prévente sur votre site comme un bon d'achat pour que vos clients les plus fidèles puissent vous soutenir et du coup recevoir un petit peu de trésorerie. Si ce n'est pas possible sur votre site web, il y a d'autres initiatives qui ont vu le jour, comme par exemple Quarantème. Et ça vous permet vous pouvez y inscrire votre établissement et vos clients peuvent pré-acheter un repas, une nuit, une expérience chez vous. Ça vous permet de recevoir la trésorerie en amont et affronter un petit peu mieux la suite. Également, ce que vous pouvez faire, et on vous recommande de le faire, c'est de vous mobiliser pour la bonne cause. Au-delà des problèmes, des soucis opérationnels et de trésorerie qui touchent beaucoup, c'est un moment inédit dans lequel on peut faire preuve de solidarité auprès des personnes pour qui le confinement finalement est un luxe. Et c'est le cas de Ecotable, je sais qu'elles sont connectées également.
Écotable a mis en place une plateforme, un mouvement Restaurons les soignants durablement et qui permet aux restaurateurs de s'engager à produire des plats pour les soignants. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les clients qui veulent soutenir les soignants vont pouvoir payer sur la plateforme. Donc, a priori, le restaurateur n'a pas besoin de rémunérer ses équipes ou de payer la marchandise parce que c'est fait par les internautes. Et c'est un chouette moyen, finalement, de s'engager et de se mobiliser. Phase 2, vous décidez ou vous continuez la commande à emporter et la livraison. Par quoi passer, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, et ça c'est votre priorité, c'est pas notre métier, mais c'est vraiment la première chose sur laquelle on va insister, c'est veiller à garantir la sécurité de vos équipes, des livreurs et de vos clients. Ne pensez même pas, ne songez pas à proposer un quelconque nouveau service si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas respecté toutes les mesures. Donc, il y a 3 étapes dans les mesures. La première, c'est de prévoir. N'hésitez pas à aménager une zone de récupération des espaces espacés, dans des espaces espacés de la cuisine. Il faut vraiment protéger le livreur, faire en sorte qu'il n'entre pas en contact avec vos équipes, faciliter au plus son travail. N'hésitez pas aussi à éduquer le livreur et à éduquer vos employés pour faire en sorte, pour diminuer au maximum le risque. Et toute la sécurité que vous allez, ces travaux sur la sécurité, il faudra bien évidemment les valoriser sur les réseaux sociaux pour rassurer vos clients. Ensuite, lancer de la commande à emporter et de la livraison, si vous ne l'avez pas fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir adapter à la fois vos menus et vos horaires. Je vous ai pris un exemple de l'Inca, qui est un restaurant péruvien qu'on accompagne. C'est un restaurant d'hôtel, a priori, qui a un bon ancrage local dans le 11e arrondissement de Paris. Il a fallu adapter, avant de passer à un système de commande à emporter et de livraison, il a fallu adapter ce que les cuisines proposaient à la cuisine, à la food à emporter et en livraison. Et donc, le pari, ça a été de mettre en place des bowls, une grosse tendance qu'on voit beaucoup sur le monde de la food. Et les bowls, c'est un format qui est adapté à la restauration. Également, si vous souhaitez mettre en place de la livraison notamment, il y a 2 options. Soit vous passez par des plateformes, les plus connues, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Soit vous choisissez de mettre en place votre propre système de livraison. Vous pouvez le faire tout seul, ou alors vous pouvez le faire avec des plateformes qui existent déjà, qui vont permettre de construire ces outils, tels que Olvo ou Dshop. Il faut savoir 2 choses, plus que 2 choses d'ailleurs. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat sont beaucoup décriés pour plusieurs raisons. À cause des taux de commission qui vont prélever, parfois jusqu'à 30% sur les ventes générées, et à cause également de la précarité des livreurs qu'ils font travailler. En revanche, le taux de commission qui est perçu par Uber Eats, par Deliveroo et par Just Eat, il correspond à de l'apport d'affaires. Si vous choisissez, vous, de créer en propre votre système de commande à emporter et de livraison, vous n'allez pas bénéficier de la marque Uber Eats ou de la marque Deliveroo. Aujourd'hui, les gens qui vont sur Uber Eats, sur Deliveroo, ils vont parce qu'ils connaissent déjà la marque, qu'il y a eu un gros travail client qui a été fait. Si demain, vous choisissez de travailler la livraison et vous refusez toute commission, vous allez devoir construire votre plateforme à vous et aller chercher les clients directement parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire Uber Eats Deliveroo qui va faciliter ce travail. Donc, effectivement, il y a moins de commissions, mais ça implique que vous allez devoir gérer toute la partie acquisition client. En revanche, c'est mieux parce que vous pouvez protéger au mieux les personnes que vous allez faire travailler. Voilà, c'est un projet ambitieux que de vouloir des plateformes où ça flotte de livraison ou de commande emportée parce que tout le travail d'acquisition client, il devient à votre charge. Alors, j'ai mentionné que les algorithmes de Uber Eats, Deliveroo, aussi, c'était plus ou moins connu. En fait, on a quelques informations dessus et on sait globalement comment faire pour remonter en haut des résultats de recherche selon ce que vous proposez. De la pizza, du sushi, du burger, de la bistronomie. À voir. Il y a quand même des astuces qui ont été divulguées qui vous permettent de facilement remonter.
Ensuite, si vous avez passé le cap et que vous êtes lancé dans la commande à emporter et la livraison, effectivement, c'est déjà super, mais il va falloir communiquer parce que sans client, ce projet ne va pas être très, très utile pour vous. Donc, il va falloir communiquer d'abord sur la partie référencement. N'hésitez pas, on revient à Google My Business, à mentionner vos nouveaux services, donc à rajouter des attributs pour expliquer que vous faites de la commande à emporter, que vous faites de la livraison. N'hésitez pas également à rajouter des posts Google My Business comme on les a vus précédemment pour expliquer avec les mots-clés pour le coup à travailler qui vont être la commande à emporter et la livraison. Voilà, il faut vraiment insister pour que les gens qui vont aller sur Google chercher des sushis, par exemple, des gens du Sud qui sont proches de Toulon, qui vont ouvrir leur téléphone, aller sur Google à la recherche de sushis, ils verront les établissements qui proposent de la livraison et de la commande à emporter de sushis qui auront fait ce travail préliminaire sur Google My Business. Deuxième chose, il faut communiquer sur votre offre sur les réseaux sociaux. Je reprends l'exemple d'Easy Sushi avec qui on travaille. La première chose sur les réseaux sociaux, c'est de rassurer. Bien montrer que vous respectez toutes les normes de sécurité qu'on a vues un peu plus haut et faire connaître l'offre. Montrer ce que vous proposez, spécifier les villes que vous pouvez desservir. Et ça, vous pouvez le faire au moyen de publications, de posts, au moyen de stories et vous pouvez également mettre en place des sponsorisations locales. Aujourd'hui, sur Facebook et sur Instagram, on peut toucher des gens avec de la publicité sur un périmètre de jusqu'à 2-3 km. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez cibler de manière très précise les gens que vous voulez atteindre et qui sont a priori vos voisins et donc ils sont éligibles à des services de livraison. Communiquer sur l'offre, ça passe également par ce qu'on appelle les relations presse et le marketing d'influence. Là, l'intérêt, ça va être de toucher les gens. On en revient à la première slide, si vous vous souvenez, à devenir un lieu de destination, pas vraiment de destination du coup, mais plutôt à générer de la notoriété pour toucher les gens qui ne vont pas rechercher par besoin. C'est-à-dire que quand on va faire des relations presse, on ne s'attend pas à ce que les gens qui vont taper sur Google livraison restaurant vous voient en premier. En revanche, les lecteurs de l'Express 10, les lecteurs de médias qui ont l'habitude d'avoir des pages gastronomiques, les abonnés de certains blogueurs, de certains influenceurs, s'ils voient une publication sur votre offre en livraison, ils vont pouvoir taper le nom directement de votre établissement pour la retrouver. Et donc, communiquer, comment est-ce qu'on fait pour toucher ces journalistes et ces influenceurs qui mentionnent les services de livraison? C'est pas très compliqué. Vous pouvez aller sur Internet, rechercher tous les médias food auxquels vous pensez, valider ou non qu'ils ont maintenu des contenus éditoriaux sur de la gastronomie, qu'ils rédigent sur des établissements qui proposent de la livraison et de la commande à emporter. Et n'hésitez pas à proposer une livraison gratuite de votre cuisine aux auteurs de ces articles-là. Au-delà des aspects opérationnels, des aspects de communication, lorsqu'on se met à faire de la commande à emporter et de la livraison, c'est important, surtout dans ce contexte, de se montrer solidaire. Le confinement, finalement, c'est un luxe pour beaucoup. De nombreuses personnes sont contraintes de travailler, que ce soit le personnel médical, mais également tous ceux qu'on voit au moins dans les médias, les chauffeurs de bus, les éboueurs, les employés de banque qui ne peuvent pas faire de télétravail parce que les données sont confidentielles, les pharmaciens, bref. Beaucoup de gens sont tenus de travailler. Et là, je vous ai montré un exemple de ce qu'on fait avec Pazzi. Pazzi, c'est le premier robot pizzaiolo du monde. Pazzi est fermé à la livraison et à la commande à emporter pour ses clients. En revanche, on ouvre les restaurants sur des créneaux fixes 4 fois par semaine pour livrer sur le déjeuner gratuitement toutes les personnes un maximum de personnes qui travaillent à proximité. Que ce soit des soignants, des pharmaciens, des éboueurs, bref, tous ceux pour qui le confinement n'est pas possible. Phase 3. Comment est-ce qu'on prépare la reprise? Il va y avoir 3 sous-étapes. D'abord, anticiper les mesures gouvernementales parce qu'il y a peu de chances pour que demain, l'activité reprenne son train régulier de printemps-été. Vous allez pouvoir aussi gagner du temps sur vos travaux de référencement et nous, on va vous recommander de miser sur les clients locaux.
Alors, comment est-ce qu'on anticipe la reprise? Première chose, rassurer sur les mesures de sécurité qui ont été prises. Il y a beaucoup de chances pour qu'on entre dans une phase où les gens vont avoir beaucoup plus peur du contact, plus peur de faire la bise, plus peur de serrer la main, plus peur finalement d'être contaminé. Et donc, ça veut dire que vous, restaurateurs et hôteliers, vous allez devoir montrer que vous faites le maximum pour limiter la diffusion du risque. Et donc ça passe par intensifier les règles de nettoyage, mettre en place des solutions de paiement sans contact, entre autres. Également, des nouvelles mesures. Alors, il y a beaucoup de chances pour que des normes soient mises en place pour espacer les tables. C'est-à-dire qu'un restaurant qui pouvait faire peut-être 50 couverts en temps normal sera probablement contraint de limiter ses capacités d'accueil à 20 couverts. Donc, ça va impliquer que même au meilleur moment, il va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, il va être touché. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il va falloir mettre en place d'autres initiatives, d'autres canaux pour générer du chiffre d'affaires. Le click and collect et la livraison en font partie. Combien de temps vont durer ces mesures? On n'a pas d'informations officielles encore. A priori, pour les restaurants, jusqu'à mi-mai, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, pour préparer la reprise, vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle votre référencement local. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, le référencement local, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est atteindre les personnes qui vont rechercher par besoin. Et donc, trouver ces mots-clés et remonter en haut des résultats de recherche sur ces mots-clés. Comment est-ce qu'on fait pour toucher ces personnes-là, pour remonter en haut des résultats de recherche? Il va falloir travailler plusieurs types d'annuaires, à la fois des annuaires français et des annuaires étrangers. Les annuaires français, c'est Google, TripAdvisor, La Fourchette si vous êtes référencé, ou Bruncher si vous proposez des brunchs, par exemple. Puis, il y a un deuxième type d'annuaires qui sont plus très utilisés aujourd'hui pour choisir un restaurant. Exemple, le Petit Futé ou les pages jaunes ou l'interlope, par exemple. En revanche, ce sont des annuaires qui ont un poids historique et donc auquel Google fait confiance. Et donc, si vous avez une page avec les bons mots-clés, les bonnes descriptions, des photos récentes, renommées avec vos mots-clés, quelques avis clients auxquels vous aurez pris le temps de répondre sur, par exemple, les pages jaunes, ça va envoyer comme du jus de référencement sur votre page Google. Ça, il ne faut pas le négliger. Vous pouvez également aussi anticiper et préparer le travail sur les annuaires étrangers. On parlera du tourisme un peu plus tard, mais aujourd'hui, un Chinois, un Russe, un Brésilien, un Américain, quand il vient en voyage à Paris, en France, pardon, il ne va pas chercher un établissement de la même manière qu'un Français. On sait que, par exemple, les Russes, ils vont utiliser leur Google Index, que les Américains, au-delà de Google, ils vont utiliser beaucoup Yelp et Foursquare, que les Brésiliens, ou bien ils vont utiliser une application qui s'appelle Kekanto, ou bien ils vont parler. Et en fait, quand on parle à son iPhone, ça implique d'être bien référencé sur Apple Plan. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai le slide, donc vous aurez le détail. N'hésitez pas à gagner du temps, à vous inscrire sur tous ces annuaires-là et surtout à adapter vos mots-clés. Si vous êtes un restaurant français, en langue française, le mot-clé brasserie, il va être pertinent pour vous. Si vous voulez toucher des Russes, des Brésiliens, des Espagnols, des Allemands, il y a peu de chances qu'il y ait un équivalent qui soit aussi pertinent dans leur langue que brasserie. Donc, votre mot-clé, ça risque de devenir la traduction de restaurant français dans ces langues. Ensuite, au-delà des touristes sur lesquels il va falloir travailler parce que l'activité touristique, elle va être compliquée cet été, mais en revanche, ça reprendra, je l'espère, de plus belle par la suite. Il faut, sur le court moyen terme, miser sur les clients locaux. Comment est-ce qu'on fait pour Qu'est-ce que ça veut dire un client local d'abord? Un client local, c'est un client qui habite ou qui travaille à proximité de vous. Et donc, si vous faites déjà une offre de déjeuner et une offre de dîner, vous êtes ouvert sur 2 services la journée, vos voisins pourraient venir déjeuner ou dîner chez vous. En revanche, vous pouvez aller encore plus loin et créer de nouvelles occasions de consommation.
comment est-ce qu'on fait? On peut enrichir l'offre. Là, je vous ai mis l'exemple d'un hôtel, un hôtel par exemple qui s'appelle la Nouvelle République. Et cet hôtel-là a mis en place un brunch en plus végétarien, donc vraiment dans l'air du temps. Et pour la Nouvelle République, on a fait des relations presse et de l'influence marketing pour promouvoir ce brunch. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'aujourd'hui, sur l'hôtellerie, on se rend compte de plus en plus que c'est compliqué pour les hôtels de ne vivre que grâce à leur clientèle hébergée et qu'il faut aller générer de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Et quelles sources de chiffre d'affaires les plus faciles, les plus faciles à saisir finalement, c'est ce qui concerne le F&B, le food and beverage. Donc, les brunchs, les tea time, les déjeuners, les rooftops, les bars, des choses comme ça, dans les hôtels, ça marche très bien et ça vous permet de faire du chiffre avec vos voisins et plus seulement avec des touristes. Également, vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux pour toucher vos clients de manière locale. Alors là, je vous ai mis un exemple très concret d'un établissement Otakos. Je sais qu'on a pas mal d'établissements de luxe qui se sentent très très loin de Otakos, mais l'exemple est assez éloquent pour cette partie vraiment locale. Avec Otakos, donc c'est un établissement Otakos de la rue Vavin, dans le 5e arrondissement à Paris, on s'est rendu compte que à proximité du Otakos, il y avait beaucoup de clients potentiels, c'est-à-dire des lycéens, des étudiants. Et donc, comment mobiliser localement ces clients qui, en fait, sont finalement là à proximité, c'est plus facile à faire venir? On a organisé la bataille des lycées. C'est-à-dire qu'on a joué sur le moteur finalement de beaucoup d'étudiants, qui est la rivalité entre établissements. On a mis en place une mécanique qu'on a détaillée sur notre blog. Je vous mets le lien juste en dessous. Walid pourra vous le remettre sur le chat, où on est parti chercher finalement localement tous les étudiants, tous les établissements qui étaient autour du Otakos Vavin. Et résultat, c'est devenu le QG, dommage pour leur ligne aux enfants, mais c'est devenu le QG pour la plupart des étudiants du 5e arrondissement. Otakos Vavin est devenu l'endroit dans lequel ils se retrouvent. Et on a eu beaucoup d'interactions suite à ce concours. On a pu renforcer un lien, et à tel point que régulièrement, on a des étudiants qui viennent nous voir sur Instagram et sur Facebook pour nous demander quand est-ce que sera la partie 3 de la bataille des lycées? Est-ce qu'il y aura une partie 4? Est-ce qu'on peut rajouter tel établissement? Est-ce qu'on peut enlever tel établissement, etc., etc. Et pour avoir beaucoup d'impact sur ces activations locales, il faut non seulement créer du contenu en propre, donc des publications, des stories. Il ne faut pas hésiter également à sponsoriser, donc à mettre comme des tickets de publicité sur des périmètres proches de l'établissement et avec des spécifications en plus. On peut rajouter des attributs aux gens. Donc, par exemple, pour Otakos, si je me souviens bien, on était parti chercher des étudiants à proximité sur un périmètre de 3 km et en plus des personnes qui suivaient, je crois, McDonald's, Burger King, des pages un peu de jeunes, parce que c'était vraiment potentiellement des clients. Puis on a aussi activé des influenceurs. Les influenceurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont au départ des particuliers comme vous et moi qui ont réussi à fédérer une audience autour d'eux, qui partagent régulièrement du contenu à des personnes qui ont choisi de les suivre. Et donc la différence entre un influenceur et la sponsorisation, vous avez payé, même si c'est très ciblé, vous avez payé pour que ça apparaisse à l'écran. Donc la personne qui va voir une publication sponsorisée, elle n'a pas choisi de l'avoir, même si elle est très ciblée. Et en revanche, le contenu qui va être partagé sur un compte d'influenceur, la personne qui va le voir, elle va le voir parce qu'elle a choisi de suivre cet influenceur. Donc, c'est encore plus fort. Voilà, je vais regarder les questions que vous nous avez posées